Bonjour à tous, c'est Charlotte du collectif D'un atelier à l'autre et bienvenue donc dans cette première séance du cours de dessin avancé en période de confinement. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo de présentation qui explique ce que nous faisons dans ce cours, sachez que je ferai ce soir un tuto plutôt théorique puisque le cours de dessin avancé est un cours dans lequel on développe un projet artistique personnel. Ainsi, l'idée du tuto de ce soir est de vous permettre de comprendre comment on peut aborder un sujet, le tirer, le tripatouiller dans tous les sens pour se l'approprier. On a commencé à développer dans le cours de dessin avancé depuis plusieurs séances un sujet relativement général, comme tous les sujets qui sont donnés dans ce cours, qui était un sujet donc sur la mort, le sexe et l'argent. On va donc continuer dans cette lignée-là. Sachez qu'évidemment, il n'y a aucun lien avec la crise sanitaire actuelle, ce serait plutôt déplacé. Simplement, voilà, on était déjà dans ce sujet, donc on va continuer d'en parler. Et on va discuter ce soir de la question de la mort et de la représentation de la mort dans l'histoire de l'art. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous résumer en 10 minutes la représentation de la mort dans l'histoire de l'art, puisque l'humanité s'intéresse au sujet depuis ses débuts, donc ce serait un peu prétentieux de ma part de penser pouvoir vous résumer ça. En revanche, j'aimerais vous donner quelques pistes pour que vous compreniez voilà, les différents enjeux de cette représentation et que vous puissiez voir comment vous pouvez le tirer, enfin voilà, vous approprier le sujet en fonction de la manière dont vous le vivez. Alors évidemment, on ne peut pas penser représenter la mort seul en tant que concept. C'est assez compliqué. C'est un concept qu'on s'approprie. Et puis quand on parle de mort, on ne parle pas simplement voilà, de mort tout seul. On parle de mort et de violence, on parle de mort et de deuil, on parle de mort et de guerre, on parle de mort et de famine. Voilà, on ne parle pas uniquement de mort. Donc je vais essayer de vous retracer, je vais essayer de vous découper les différents types de représentations et ce qu'elles véhiculent pour qu'on puisse commencer à réfléchir ensemble ce soir. Alors parlons tout d'abord de la mort décrite comme un personnage qui vient nous saisir. Vous voyez ici, on retrouve ici dans ce tableau de Hans Baldung qui représente les 3 âges de la vie, une représentation allégorique de la mort telle qu'on l'a beaucoup vue en fait au Moyen Âge, au début de la Renaissance. On parle de la grande faucheuse, hein, qui est ce squelette encapuché de noir avec sa faucille qui vient nous saisir à un moment où on l'attend pas forcément. Hein. Donc là où on voit bien une opposition entre ce squelette desséché et puis cette jeune femme ronde et pleine de vie. Dans cette gravure de Alfred Köbin, on est exactement dans la même iconographie, alors qu'on est 6 siècles plus tard, hein, peut-être pas 6, 5, 4 siècles plus tard. Cette fois, ce qui est assez étonnant dans cette gravure, c'est que la faucheuse est une femme. Voilà, c'est une femme en robe de soirée, mais on est vraiment dans le même type d'iconographie. Ici, une gravure de Alfred Rethel, toujours dans la même iconographie, mais un peu surprenante aussi, puisque c'est une gravure qui s'appelle La mort comme amie, et on voit ce vieil homme qui, en fait, attend paisiblement la mort à la fin de ses jours. De manière plus contemporaine aussi, en fait, là vous voyez cette image tirée de la bande dessinée The Walking Dead. On a perdu la capuche et la faucille au profit d'un costard-cravate, mais on est encore une fois dans voilà, ce zombie, ce squelette décharné qui vient nous saisir, qui vient nous attraper. Hein. On peut parler aussi d'une représentation de la mort qui représenterait en fait le vivant, mais projeté dans son état futur de défunt. Et là, vous trouvez par exemple une image tirée d'un transi, dont je vous mettrai la référence dans un lien sous la vidéo. Donc les transis, en fait, ce sont des groupes sculptés, sont des groupes sculptés pour des caveaux qui représentent le défunt sous un état en fait de dessèchement ou de pourrissement avancé. Voilà. Et puis on peut aussi trouver des autoportraits en mort, dont je vous mettrai aussi un autre exemple. Alors on peut aussi représenter la mort en utilisant des symboles forts, c'est-à-dire que si je représente une croix d'emblée ou une pierre tombale, je parle de mort sans pour autant la représenter sous les traits d'un squelette par exemple. Donc on peut penser aussi éventuellement à une cigarette dans un cendrier, on peut penser à une bombe, on peut penser à de la drogue dure, il y a pas mal de symboles forts qui peuvent nous évoquer immédiatement la mort sans pour autant passer par le crâne ou le squelette.
La mort est aussi également souvent représentée comme une violence, voilà, comme une violence importante pour le corps. Alors vous avez là un très 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 beau tableau a priori attribué à Cornelis de Vos, donc qui date de 1620, et qui est une jeune femme sur son lit au moment de sa mort. Hein. Donc c'est vraiment, on l'imagine presque en train de octer et de pousser son dernier soupir. Elle est déjà presque raidie. Donc c'est la violence pour le corps, la souffrance de ce moment. On peut parler de souffrance et de violence également en regardant ce tableau de Goya, de Saturne dévorant ses enfants. Donc c'est sanguinaire, hein, c'est violent. On a aussi ce magnifique portrait de Jenny Saville, d'un visage ensanglanté. Alors on ne sait pas si elle est morte ou en train de mourir ou simplement voilà, très abîmée. En tout cas, on parle encore une fois de violence, éventuellement là, de violence conjugale également. Et dans un registre très différent, mais qui parle toujours autant de souffrance charnelle et corporelle. Un détail donc du retable d'Isenheim de Grunewald, où on voit vraiment la chair du Christ qui est crispée, tordue par la douleur. Parler toujours de violence en regardant par exemple les dessins de Vladimir Velikovitch, où là on a vraiment des corps explosés, sanglants, des membres arrachés, etc. On peut aller très loin dans le registre du gore, si vous pensez au cinéma, à la bande dessinée. Voilà, je vous laisse libre cours à vos références personnelles, mais donc la mort est aussi représentée comme une violence très importante. On peut penser aussi à la mort comme un moment, hein, le moment de cette fin de la vie, et qui n'est pas forcément une souffrance d'ailleurs. Et je vous invite à regarder cette merveilleuse série de Ferdinand Hodler sur les derniers instants, donc qui sont voilà, des personnes sur leur lit de mort. On ne parle pas de violence à proprement parler, hein, on parle plus d'un moment de passage. La mort est aussi souvent représentée comme une leçon de vie pour les vivants. Et là, il faut penser à tous les memento mori, hein, c'est-à-dire souviens-toi que tu vas mourir. Et si on pense à tout ce courant de peinture des natures mortes vanité du XVIe, XVIIe siècle flamand, on voit souvent dans ces tableaux donc des natures mortes avec un crâne éventuellement, mais pas systématiquement. On y retrouve en général des éléments organiques et un élément qui va nous rappeler le passage du temps. Donc là, dans cette magnifique vanité de Philippe de Champaigne, on a un crâne qui est le sujet central, un sablier qui parle du passage du temps et une fleur dans un vase. Donc cette fleur va flétrir. Et la leçon de vie est évidemment, la vie est éphémère, le temps passe, le temps s'écoule, souviens-toi que tu vas mourir et entre parenthèses, profite de ta vie tant qu'elle est là. La mort peut aussi être représentée comme un deuil et comme la souffrance ou la souffrance de la perte ou l'absence d'un être cher. Et là, je vous invite à regarder ce merveilleux dessin de Käthe Kollwitz, qui est une artiste polonaise-allemande du début du siècle dernier, qui est dessinatrice et sculptrice et qui est très connue notamment pour le mémorial de la Grande Guerre qui est à Berlin. Et donc Käthe Kollwitz a énormément représenté voilà, le peuple en souffrance, hein, et notamment des mères serrant dans leurs bras des enfants, enfin leurs enfants morts, petits ou grands, la famine, la faim, la violence sociale. Donc là, on a vraiment affaire à un deuil. Et toujours dans la question du deuil, ce tableau très poétique de Jean-Pierre Laurence, qui nous montre donc une jeune femme endeuillée qui pousse son enfant dans sa poussette. Et il est très intéressant ce tableau, il est très cinématographique puisqu'on imagine assez facilement en fait que cette femme passe et qu'elle va laisser déserter ce paysage qui va se retrouver vide de tout personnage. Vide de toute vie en fait. Elle est encore là, son enfant aussi, mais bientôt ce ne sera plus le cas non plus. Sachant qu'on retrouve dans ce tableau un élément iconographique de mort qui est le noir, qui est le vêtement noir. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a plus de signes d'endeuillement aussi visibles, enfin en tout cas en France, plus trop. N'hésitez pas à convoquer des symboles si dans la culture qui vous habite, il y a des symboles de deuil importants, notamment en Europe de l'Est, on porte encore une fleur à sa boutonnière, on met une affiche devant sa porte, etc.
Pour parler encore du deuil, on a cette très belle gravure de Max Klinger qui représente, c'est une grande tristesse, mais en même temps c'est un tableau c'est une gravure très paisible. Donc c'est une jeune mère qui s'est assoupie sur un banc à côté de sa poussette et le berceau est déserté, le bébé est absent, il est parti et il est parti au bout du chemin avec un personnage qui est vraisemblablement la faucheuse aussi, hein, qui l'a emmené. Et donc on imagine la souffrance de cette mère qui, se réveillant prochainement, découvrira le départ de son enfant. Voilà, donc là encore on a un tableau qui parle de mort sans pour autant la représenter frontalement. La mort peut être aussi représentée comme un état de grâce et de paix absolue. Et là, si vous regardez ce détail de la peinture Ophélie de John et Fred Millet, on voit vraiment Ophélie représentée dans toute sa beauté. Elle n'a jamais été aussi belle qu'à ce moment-là où elle flotte sur les eaux. Donc la mort est voilà, comme un instant de grâce. Et si on regarde ce portrait de Klimt aussi, donc d'une jeune femme sur son lit de mort, ce n'est pas un tableau joyeux, mais ce n'est pas du tout un tableau lugubre pour autant. On a la sensation vraiment d'une paix enfin retrouvée. Et puis ce tableau de Vernet représentant sa femme Louise, que je trouve presque drôle en ce qui me concerne, où elle est représentée comme ça, voilà, c'est ses derniers instants, mais elle est représentée en état de grâce à nouveau. Elle rencontre son créateur et elle n'a jamais été aussi belle qu'à ce moment-là, aussi, aussi mystique qu'à ce moment-là. On peut parler également d'une mort documentaire, une mort objective. Alors bien sûr, nous on est dans le cadre du dessin et de la peinture. On pourrait parler des photoreporters et donc de la photo journalistique en pays de guerre ou dans le cadre de catastrophes. C'est un peu plus compliqué de parler d'objectivité totale en dessin, enfin un grand débat. En tout cas, une mort qui serait documentée, on peut regarder les journaux des poilus. Là, je vous avais un exemple d'une page de journal de Santi. Donc voilà, la vie dans les tranchées, la mort dans les tranchées. Donc comment représenter une mort quotidienne, relativement objective. Et puis on peut parler de mort héroïque. Alors d'une mort héroïque, on pourrait bien sûr penser à la peinture de propagande russe, allemande ou autre, du mort pour une cause glorieuse, mais sans aller dans ce chemin un peu épineux. Regardez cette tombe d'un mafieux ukrainien. Alors c'est comme ça que je l'ai trouvé sur Google. Après, je ne veux pas m'avancer, je ne connais pas l'histoire de ce bonhomme. En tout cas, cet homme est représenté majestueux avec sa bagnole gravée dans le marbre. Donc là, on a vraiment le mort héroïque, le mort dans toute sa gloire. Voilà. On peut aussi représenter la mort grâce à l'humour. L'humour se jouant des tabous, ça peut être extrêmement drôle de convoquer une image de mort en réalité, puisque la mort étant un sujet très solennel, le tourner en dérision est particulièrement drôle. Et là, je vous ai mis une image d'un artiste contemporain qui serait sûrement furieux qu'on le décrive comme un artiste contemporain, mais il est à la fois artiste et contemporain, donc c'est comme ça. Il s'agit du tampographe Sardon. Et vous avez là un tampon donc d'une épitaphe, bien fait pour ta gueule, et je trouve ça personnellement totalement hilarant. On peut parler aussi bien sûr de l'utilisation de la mort pour dénoncer des situations politiques ou sociales importantes. Donc là je ne vous parle pas de l'objectivité de tout à l'heure, mais plutôt vraiment voilà, la dénonciation d'une situation. Et on retrouve ici une merveilleuse gravure d'Autodix. Vous pouvez regarder toute la série des gravures sur la guerre de 14-18, l'horreur des tranchées, la violence de ce qui s'y passe. Voilà, donc là on est vraiment dans la dénonciation d'un état de fait. Sachant qu'on parle là de la guerre de 14-18, mais on pourrait aussi parler du trafic d'âmes, trafic d'organes, voilà, toutes sortes de violences faites au peuple. Et enfin, on peut parler de la mort comme une menace planante. Voilà. Et vous avez ici une peinture de Christine Guinamant qui ne convoque pas des symboles de mort. Voilà, enfin, l'arbre noir foudroyé serait un symbole de stérilité, donc quelque part de mort. Mais vous avez ici une atmosphère extrêmement apocalyptique qui nous fait comprendre que voilà, la mort est en chemin.
Et ici à nouveau un tableau de Karine Hoffman avec un cadrage et une narration assez cinématographique avec cette pioche au premier plan qui nous laisse envisager effectivement que la mort vient juste de se produire ou qu'elle est proche. Voilà, donc quand on parle de mort, on ne parle pas simplement de mort, on convoque d'autres sujets. Et ça, c'est important que vous le compreniez, qu'en fonction du cadrage, des éléments narratifs, de la composition et du geste, etc., on va convoquer d'autres sujets que simplement la mort elle-même. Alors, qu'allons-nous faire ce soir pour les élèves inscrits au cours de dessin avancé? Ils ont déjà des projets assez précis et ont commencé vraiment à développer une proposition autour du sujet la mort, le sexe et l'argent. Pour cela, on va continuer à travailler sur vos projets. Pour les autres qui tâtonnaient un petit peu plus, ou pour les internautes qui nous rejoignent et qui veulent s'essayer à l'exercice, je vous propose de travailler uniquement sur le crâne ou un autre symbole fort de mort. Et pour vous récapituler un petit peu, qu'est-ce qui fait une œuvre, qu'est-ce qui fait l'identité d'une œuvre, qu'est-ce qui fait à la fois son sujet, mais aussi sa forme, et surtout comment trouver une tension entre la forme et le sujet. Voici un petit récap des différents points auxquels il faut qu'on réfléchisse. Tout d'abord, évidemment, essentiel, la question du cadrage. Est-ce que j'ai un plan resserré, éloigné, partiel? Est-ce que je représente en entier mon sujet ou est-ce que je le coupe? Quelle importance j'accorde à l'arrière-plan et au contexte? Deuxièmement, le format de travail. Est-ce que je veux travailler sur un très grand format qui va englober le spectateur et où moi-même je vais pouvoir m'investir physiquement avec des grands gestes, ou est-ce que j'ai envie de travailler sur un format tout petit qui se regarde un peu comme un petit bijou, comme un petit écrin, ou est-ce que j'ai envie de travailler sur un format intermédiaire qui est une sorte de rapport d'égalité entre le regardant et l'œuvre et entre l'artiste et l'œuvre? La technicité aussi est très importante. Est-ce que j'ai une technicité, est-ce que j'ai un outil de dessin qui est très noir, fusain, encre, ou qui est très pâle, pointe d'argent, crayon 3B? Est-ce que j'ai un outil qui est propre, net, ou est-ce que j'ai un outil qui est sale, qui est poussiéreux? Il y a aussi la question du degré de réalisme ou de schématisation, c'est-à-dire en fonction de mes capacités techniques, mais aussi en fonction de mes désirs esthétiques. Est-ce que j'ai envie de dessiner de manière très réaliste ou est-ce que j'ai envie de schématiser avec par exemple un dessin au trait? Il y a aussi la question de l'énergie du traitement. Est-ce que je travaille très minutieux? Est-ce que je travaille très brutal? Est-ce que je travaille délicatement? Est-ce que je travaille très violemment? Est-ce que je travaille avec délicatesse? Est-ce que je travaille de manière saccadée? Il y a aussi bien sûr la question du contraste. Est-ce que je veux un contraste général extrêmement fort avec des gros blocs de noir et de blanc, ou est-ce que je veux un contraste beaucoup plus doux avec des rapports de gris plus délicats? Et puis aussi, évidemment, c'est au centre de l'œuvre, quel est mon rapport au sujet? Quel est mon rapport au sujet? Est-ce que j'ai un rapport très personnel au sujet, une expérience de vie très personnelle? Est-ce que ça fait partie de mes grandes peurs? Est-ce que ça fait partie des choses qui m'obsèdent? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un sujet que je veux pas trop voir, que j'éloigne de moi, qui m'intéresse pas trop, qui me fait un peu peur? Ou est-ce que je suis relativement indifférent? Et quel est mon appétit aussi de dessin par rapport à ce sujet? Est-ce que ça m'excite de dessiner un crâne ou est-ce que franchement ça m'emmerde? En fonction de mon rapport au sujet, je fais des choix aussi différents. On peut penser par exemple à cette œuvre de Man Ray, de tous ces corps de femmes qui représentent ensemble un crâne. Le crâne n'est pas dessiné, il est composé à partir d'objets. On peut penser aussi à la question de la lisibilité générale dans la narration, c'est-à-dire est-ce que je veux quelque chose de précis, de compréhensible, de lisible, de très narratif, ou est-ce que je veux quelque chose d'atmosphérique, de flou, de suggéré? On peut penser aussi, bien sûr, à la question de la référence. Est-ce que l'œuvre que je m'apprête à faire ce soir fait un écho direct à un texte que je connais ou à une situation? Est-ce que je parle de quelque chose en particulier? Du cinéma, de la bande dessinée voilà, est-ce que je parle de la mort de quelqu'un en particulier?
Ou est-ce que là, par exemple, clairement, la situation nous permettrait de parler de ça aussi, hein. La question du temps d'exécution aussi est essentielle. Est-ce que je me lance dans un dessin que j'ai envie de faire toute la semaine, un dessin qui va me prendre 30, 40, 50 heures, ou est-ce que j'ai envie d'être dans un dessin extrêmement spontané, et rapide et suggéré, hein. Tout ça, ça se ressent dans la réception du dessin. Et puis bien sûr aussi, est-ce que mon dessin est donné à voir avec toutes ses strates, toute sa construction et toute sa généalogie, ou est-ce qu'il est préparé, mûri en avance avant d'être rendu sous sa forme la plus simple et la plus pure? Tous ces points-là sont des sujets auxquels il faut activement réfléchir avant de se lancer dans la réalisation de l'œuvre. Donc je vous invite à reprendre ces points un par un et à maqueter des propositions. Et si on n'a pas le temps de finir une œuvre ce soir, il n'y a absolument aucun problème. On se retrouvera bien sûr avec les élèves inscrits sur le groupe WhatsApp. L'idée vraiment, c'est de chercher et d'avancer. Donc munissez-vous d'un carnet et on va commencer à maqueter et à réfléchir. Je retrouve donc mes élèves inscrits sur WhatsApp et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour le prochain tuto du cours de dessin avancé. Restez chez vous.